Suite du chapitre 3, la reproduction chez l'homme, l'accouchement et l'allaitement. L'accouchement, c'est l'action de mettre un enfant au monde. Il consiste en l'expulsion du fœtus de l'utérus. C'est un processus qui se déroule en 3 phases principales, dont la durée varie selon les étapes. On a 3 étapes principales. La première, c'est la dilatation du col de l'utérus. Le col de l'utérus se dilate, il s'ouvre. La deuxième étape, c'est l'expulsion du fœtus. Donc, le fœtus va quitter l'utérus. La troisième étape, c'est la délivrance. La délivrance, c'est la sortie du placenta. Donc l'expulsion du placenta constitue la troisième étape de l'accouchement. On a ici les 3 étapes se déroulent successivement. Donc la phase de dilatation ou ouverture de l'utérus. La phase de dilatation est la phase la plus longue et correspond à l'effacement puis la dilatation du col de l'utérus. Cette phase peut, selon la force et la durée des contractions, être divisée en 2 autres étapes. Une période dite de latence durant laquelle les contractions sont les contractions du muscle de l'utérus. Ils sont irrégulières. Puis vient une période active durant laquelle la dilatation est de moins 4 cm, l'ouverture de 4 cm, où les contractions sont régulières et espacées, à peu près de 4 à 5 minutes. La première, on a des dilatations espacées à peu près de 10 minutes, la deuxième de 4 à 5 minutes. Donc la vitesse de dilatation dépend de la présentation du fœtus. Comment il se présente, puisqu'il a la tête en bas ou le contraire. Puis la position des épaules. Donc, le processus d'ouverture du col de l'utérus, la durée moyenne est de 8 heures. Puis la deuxième étape, c'est la phase d'expulsion, la sortie du fœtus. La phase d'expulsion, il commence avec l'ouverture complète du col de l'utérus. Le col de l'utérus s'ouvre complètement et se termine par la naissance du nouveau-né. Il dure généralement 30 minutes. Puis vient la dernière phase, la phase de délivrance ou l'expulsion du placenta. Il s'étend de la naissance de l'enfant jusqu'à l'expulsion totale du placenta. Il dure en moyenne 20 à 30 minutes. Donc la dilatation du col de l'utérus, les contractions du muscle de l'utérus entraînent la rupture de la poche amniotique, la poche qui contenait le bébé. Écoulement des os et la dilatation du col de l'utérus. Écoulement des os, c'est l'écoulement du liquide amniotique. Puis la deuxième phase, on a dit, c'est l'expulsion du fœtus. La contraction du muscle de l'utérus permet le dilatement du col de l'utérus et expulse le bébé vers l'extérieur. La tête la première, généralement. Section du cordon, l'enfant se met à respirer. On coupe le cordon ombilical qui est relié au placenta. L'enfant se met à respirer pour la première fois à travers les poumons. Il pousse son premier cri. Et la troisième, la délivrance, al-khalas, quelques minutes après la sortie du bébé, mais on a de nouvelles contractions de l'utérus qui expulsent l'expulsion du placenta, le placenta avec le cordon ombilical. Bon, après, sectionnement. Donc ici, on a les 3 étapes
sous forme d'animation. On regarde la position du bébé, position céphalique, la tête en bas, et la contraction, les contractions du myomètre, du muscle de l'utérus. Les contractions sont espacées à peu près de 10 minutes pendant la première phase qui dure à peu près 8 heures. Ensuite, on a le col de l'utérus qui commence à s'ouvrir. Ici, on aura la rupture de la poche amniotique et l'écoulement des os. Donc, il va être suivi par l'écoulement du liquide amniotique. Ensuite, la phase d'expulsion, la sortie du fœtus. On a dit que cette phase dure à peu près 8 heures. Deuxième phase, on observe maintenant, il dure à peu près en moyenne une demi-heure, c'est la sortie du fœtus. Les contractions entre 2 à 5 minutes. Elles sont moins espacées, elle est moins longue que la première phase ou la première étape de la première phase. On a ici la sortie du bébé. Ici, on lui tourne la tête pour faciliter la sortie de l'épaule. Puis après sortie du bébé, donc on a le cordon ombilical, section, on coupe le cordon ombilical qui relie le fœtus au placenta. Puis la dernière phase, c'est la délivrance, la sortie du placenta, puisque c'est un organe qui n'est pas toujours, qui n'existe pas toujours dans le corps. Il se forme uniquement pendant la grossesse. Donc on va passer maintenant à l'allaitement. La relation entre la mère et l'enfant se poursuit après la naissance, à travers l'allaitement. La relation entre mère et fœtus continue avec l'allaitement. Donc on va voir l'allaitement artificiel et l'allaitement au sein. Donc généralement après l'accouchement, la mère sécrète du lait, mais certaines mères préfèrent l'allaitement artificiel à l'allaitement au sein. Quels sont les avantages du lait maternel? On va voir sous forme de tableau. Donc on a une comparaison entre le lait maternel et le lait artificiel. Donc le lait maternel, on a ici à peu près les mêmes constituants, le lait artificiel et le lait maternel. Donc ce qui fait la différence, c'est les anticorps et les vitamines. Les vitamines sont très abondantes dans le lait maternel et ce qui le rend plus spécial, c'est la présence d'anticorps qui fournissent une immunité au bébé ou au nouveau-né, puisqu'il n'a pas encore développé son immunité. Donc la présence de ces anticorps dans le lait maternel le protège contre les infections microbiennes. Le lait artificiel, donc absence de ces anticorps. Donc on peut ainsi trouver beaucoup plus d'éléments dans le lait artificiel, mais ce qui rend le lait maternel spécial, et c'est un aliment complet, c'est la présence de ces anticorps. Donc en conclusion, le lait artificiel peut contenir des quantités importantes de nutriments, mais le lait maternel reste le meilleur, car c'est un aliment complet contenant des substances. Ces substances, on a dit, les anticorps qui interviennent, qui donnent une immunité, les طفل qui défendront l'enfant contre les microbes.